Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous. Ce soir, dans Kalawadala, nous allons parler du sida. Le sida qui touche 273 personnes dans notre île ici et chaque année, 30 nouveaux cas dépistés. C'est le plus fort taux de prévalence en dehors de la région parisienne et de la Guyane. Donc c'est inquiétant, voire même très inquiétant du coup, parce que le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale consacrée à la lutte contre le sida. Nous allons aborder le sida aujourd'hui avec un infectiologue du CHM, le docteur Jean. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi Anne Barbaye, médecin de santé publique à l'ARS Océan Indien. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons également Monsef Mourdoir, le directeur de Narikem Sada, l'association qui lutte depuis bien des années ici à Mayotte contre le sida. Bonsoir Monsef. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette émission consacrée au sida. Alors avant de poursuivre l'émission, je vous propose de regarder ce reportage d'Aliette Bonaïssa. C'est un reportage qui date du 1er décembre dernier où les communes de Mayotte, les maires de Mayotte s'engagent à travers une convention, une déclaration signée avec Narikem Sada à lutter contre la propagation du sida. Je vous propose de regarder ce reportage d'Aliette Bonaïssa. Le sida existe bel et bien à Mayotte. Tout doit être mis en œuvre pour impulser des actions de prévention et de sensibilisation pour inciter la population à se faire dépister. L'heure n'est plus au discours. 30 nouveaux cas de séropositivité sont découverts chaque année depuis 6 ans dans notre île. C'est énorme de l'avis de tous. Les élus doivent s'impliquer davantage dans la lutte contre le VIH. Ainsi, la convention Narikem Sada élue matérialisée dans la signature de la déclaration de Mayotte par les maires et les communautés de communes montre la volonté de tous d'être à 100% dans toutes les actions à mettre en place pour contrer la propagation du sida. Nous sommes des élus de proximité. Nous voyons régulièrement nos populations qui viennent à chaque fois pleurer la perte d'un ami, la perte d'un enfant, la perte des gens autour d'eux. Et donc on a pris conscience à la suite d'une réunion que nous avons faite, à la suite des concertations, qu'on ne pouvait pas ne pas nous engager sur la lutte contre le sida. C'est une des raisons que nous sommes tous là aujourd'hui. Et donc la traduction de nos aides, bien évidemment, c'est les subventions. Il faut soutenir cette association par des subventions. L'engagement des maires dans ce combat est une victoire pour l'association Narikem Sada. Rien que le fait que chaque élu prend l'engagement aujourd'hui de sensibiliser, de s'approprier la thématique et de vraiment envisager, bien évidemment en tout cas nous on souhaite qu'ils vont continuer, il va y avoir une continuité de sensibilisation, ne serait-ce que de prévention au sein de la population, de leur population, c'est déjà gagné pour nous, c'est une très bonne chose. 30 cas chaque année place Mayotte en 2e position derrière l'Île-de-France et devant la Guyane. Demain, lors de la journée mondiale de lutte contre la maladie du sida, des actions seront menées à Dzoumogné par Narikem Sada, parmi lesquelles un test de dépistage rapide. Alors, vous avez vu ce reportage. Monsef, je me tourne vers vous. Jusque-là, on dit souvent que nos politiques, finalement, ne s'intéressent pas forcément à cette lutte contre le sida. Est-ce que cet engagement des élus, pour vous, c'est vraiment, ça marque qu'il y a quelque chose qui sera fait dans les années à venir contre le sida ? Oui, comme l'évoquait ma présidente tout à l'heure, c'est important. Cet engagement, cette implication des premiers élus de Mayotte. Nous faisons partie de ceux qui soutiennent depuis longtemps que le sida se soigne aussi et surtout par la politique. Pour des raisons toutes simples, parce que, en l'occurrence, là, les maires sont les élus qui sont au plus près de la population, mais ce sont les élus aussi qui impulsent des politiques publiques. Et aussi, le président de l'association des maires le disait, faisait allusion tout à l'heure en ce qui concerne les financements, parce qu'il est vrai que pour faire de la prévention, il faut aussi des finances. Et donc c'est très important. Moi, je suis particulièrement heureux et
je remercie sincèrement les maires de Mayotte qui ont accepté, qui ont été sensibles au discours que nous leur avons tenu sur la situation du territoire et qu'ils aient accepté de s'engager à travailler dans ce sens-là. Je rappelle que toutes les communes de Mayotte aujourd'hui disposent d'outils, notamment les CCAS, et il convient effectivement en tout cas c'est notre volonté, de travailler en partenariat avec ces institutions-là, qui sont aussi au plus près de leur population, pour voir ensemble comment on peut sensibiliser au mieux la population. Anne Barbaye, je suppose que l'ARS Océan-Indien se réjouit également de cette convention, mais derrière une convention, il faut des actions pour que ça marche. Et quand on regarde en détail, notamment dans les engagements, on dit qu'il faudrait que d'ici 2030, si je ne me trompe pas, 90% de séropositifs connaissent leur cas et que au moins 90 de ces personnes reçoivent un traitement approprié, faire en sorte donc que ces personnes n'en contaminent pas d'autres. Ça signifie forcément qu'il faut des actions de prévention, de dépistage, des actions massives également de dépistage. Comment l'ARS va accompagner tout ça ? Eh bien, l'ARS, elle accompagne depuis ces dernières années fortement les politiques de prévention en matière de lutte contre le sida. Actuellement, ces politiques sont renforcées financièrement déjà par les fonds d'intervention régionaux qu'on consacre à la lutte contre le VIH et à l'amélioration, je dirais, de la santé sexuelle. Et dans le cadre du plan de développement Mayotte, le fonds d'intervention régional bénéficiera aussi de fonds supplémentaires pour nous aider à renforcer toutes nos politiques de prévention, y compris donc celles concernant la lutte contre le VIH. Moi, par rapport à l'action de Nareke Msada et de la convention avec les maires, l'ARS, bien évidemment, est tout à fait, se réjouit de ce partenariat. On a déjà des partenariats avec l'association des maires, avec l'ensemble des maires, dans le cadre de politiques de santé. Récemment, on a eu une grande campagne de vaccination sur le territoire, campagne de vaccination à laquelle tout l'ensemble des communes ont participé et ont favorisé la mise en place de cette campagne de vaccination. Donc en matière de lutte contre le sida, évidemment, on a des appels à projets. Dans ces appels à projets, les porteurs de projets peuvent solliciter les communes quand les actions se développeront dans les communes, la contribution financière, l'appui à la déclinaison de ces actions. Et puis l'ARS est aussi cofinanceur de ces actions-là. Donc c'est un partenariat ARS, voire État, voire commune, dans l'ensemble des actions qu'on peut accompagner pour renforcer la lutte contre le VIH. Le sida, c'est un sujet tabou, une maladie tabou, peut-être ici encore plus qu'ailleurs. Le fait que ces élus de proximité s'engagent, c'est bien, mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez un moyen de pression pour que réellement ils mettent en œuvre ce dont ils se sont engagés à faire ou pas ? Alors, je ne parlerai pas de moyens de pression, ce n'est pas ça l'objectif. Dans la suite de cette déclaration qui a été signée par les uns et les autres, nous prévoyons là à court terme de mettre en place un comité de suivi qui sera composé, nous allons le proposer, de l'ARS notamment, de l'État et puis de l'Association des maires, pour voir effectivement comment les uns et les autres mettent en place des actions sur les différents territoires de Mayotte. Pas pour dire qui ne fait pas, mais plutôt pour valoriser ceux qui font, et encourager les uns et les autres à faire. C'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, un élu, quel qu'il soit, je ne sais pas, Nareke Msada n'est pas légitime à aller mettre une pression quelconque à personne. C'est pas dans cette idée-là. Alors, je parlais de pression
Parce que le sida, on en parle depuis des années ici. Tout le monde sait que le sida existe ici. Après, en termes de lutte contre la maladie, en tant qu'observatrice, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Le 1er décembre, on en parle, on sait qu'il y a Nari Kimsada, mais à part ça, réellement, on a l'impression qu'il n'y a pas autre chose. Alors, il y a des choses qui se font de plus en plus. Il y a d'autres associations, de plus en plus, il faut le souligner, c'est une très bonne chose, qui s'approprient cette thématique petit à petit. Vous avez Fahamou Maïcha, vous avez l'IREPS, vous avez le planning familial, vous avez une jeune association là, en tout cas nous on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux, c'est l'association des étudiants du CUFR. Qui ont des initiatives qui sont assez imaginatifs et je pense qu'il faut accompagner cette émergence-là. Plus on en parlera, plus il y aura des gens qui en parlent et mieux ça sera. Le fait que, et vous l'avez noté, c'est vrai que pendant longtemps on a l'impression qu'à partir du 2 décembre, il n'y a rien. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été une réalité. Mais c'est vrai qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec Anne Barbaille, qu'il faut qu'on apprenne aussi à valoriser ce que les uns et les autres nous faisons dans le quotidien. Mais pour autant, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Docteur Jean, vous êtes au CHM, donc vous voyez aussi les malades qui arrivent. Vous êtes sans doute mieux que quiconque confronté aussi à cette question de tabou liée à la maladie. Comment ça s'exprime par rapport aux patients ? Ça s'exprime très clairement, c'est-à-dire que la première chose, c'est que classiquement, les patients que l'on suit n'informent pas leur partenaire de leur statut sérologique, de peur d'être rejetés du milieu familial, du milieu social. Et les personnes préfèrent garder le secret pour eux. Alors nous les incitons à communiquer avec leur partenaire. Mais ils ne se disent pas, par exemple, que ça pourrait être le conjoint qui les a contaminés ? Alors, c'est assez curieux, mais c'est une question qui ne se pose pas. Ouais. Alors que nous, on ne fait pas éveiller dans les consciences. On incite en tout cas à de toute façon communiquer avec le partenaire pour éviter la transmission si le partenaire est négatif et pour inciter aussi le partenaire à venir se faire dépister. On y arrive de plus en plus. Cette année, on a réussi à dépister un certain nombre de partenaires, mais dans une grande majorité des cas, les gens préfèrent garder le secret parce qu'ils ont une expérience autour d'eux, d'une cousine, d'une amie qui a été rejetée par son mari, par le milieu familial, par le milieu social, et que la personne s'est trouvée très isolée. Et effectivement, on se rend compte que quand on parle du sida, c'est un peu vrai partout quand même, plus ici, mais c'est quand même vrai encore partout. Les gens ont un regard assez accusateur finalement sur la personne qui va révéler son statut sérologique. Et aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement difficile à aborder pour les patients, dans la cellule familiale la plus proche et aussi dans l'entourage social un peu plus élargi. Est-ce que ça n'est pas encore plus difficile à aborder parce que j'ai envie de dire qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère et donc des sujets déjà qui préoccupent, il y en a beaucoup. Quand on n'a rien à manger, quand on vit, on ne sait pas où dormir ou autre. Est-ce que finalement la question du sida, c'est une question un peu générale, mais je vous pose à vous tous, est-ce que la question du sida finalement n'a pas été reléguée aux secondes zones parce qu'on a d'autres préoccupations ici? Je vois Monsef qui acquiesce. Oui, pardon, clairement. Moi, je pense que parmi les urgences urgentes qu'il peut y avoir à Mayotte, le sida n'en fait pas partie parce que tout simplement, il n'est pas visible. Ce n'est pas marqué sur le front des gens. C'est pas demain la veille qu'on verra des séropositifs barrer le rond-point El Farouk pour manifester, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qui est visible. Les autres sujets sont visibles parce que il y a des revendications qui sont là. Mais pour autant, on sait aussi que ce sida-là fait son lit parmi tout ce que vous venez de dénoncer, à savoir la misère, la précarité sociale,
qui est prégnante à Mayotte. Il y a beaucoup de gens à Mayotte qui n'arrivent pas à assurer le minimum de base, c'est-à-dire se nourrir, tout simplement. Donc ça, il faut se le dire, il faut le savoir. Donc, quand on n'arrive pas à se nourrir, on ne se dit pas qu'il faut que je m'achète un préservatif. On ne se dit pas qu'il faut s'acheter un préservatif. Et ça conduit aussi à d'autres comportements à risque, notamment tout ce qui est lié à la prostitution. Alors on a la prostitution qui est visible, à Mamoudzou, voilà, à la Jetée, tout le monde connaît, mais celle qui est plus inquiétante pour nous, c'est celle domestique, celle qui se passe dans les villages, entre voisins, parce que une maman qui a besoin tout simplement de pouvoir nourrir son gamin. Donc qui va voir son voisin, un tripotement en entraînant un autre moyennant 2 €, 5 € pour donner de quoi manger à son gamin. Et là, il n'est pas question de préservatif. Eh bien voilà, vous touchez du doigt quelque chose, je me dis, qui est essentiel. Vous avez une connaissance de notre société, vous savez comment ça fonctionne, parce que ces personnes ne se considèrent même pas, c'est pas forcément de la prostitution pour eux, ce genre de relations, mais ces relations ne sont pas protégées. Comment faire aujourd'hui en termes de prévention pour toucher ces personnes? Quelle campagne de sensibilisation pour aller justement vers ces personnes également? Je vous regarde, Madame Barbaye. Il y a différents moyens de communiquer. D'abord, on peut avoir des politiques de communication un peu globales, comme la journée du 1er décembre, où on communique de façon mais on sait que ça ne marche pas. Si, ça marche, puisqu'on en parle quand même un petit peu. Mais la communication, ça demande du temps. Ce que je veux dire par là, quand je vous dis que ça ne marche pas, c'est que les gens instaurent une certaine distance. C'est-à-dire que quand ils vont regarder, ils regardent cette émission, en disant « je ne suis pas forcément concerné ». Quelle campagne pour arriver vraiment à les cibler, à faire en sorte qu'ils se sentent concernés par cette question? Après, il y a des campagnes, donc moi je reste sur les campagnes globales, mais il y a des campagnes de proximité. C'est-à-dire dans certains quartiers avec des agents de santé, c'est le rôle des associations aussi de faire de l'information, de la communication. Je reprends l'exemple du 1er décembre. On a choisi spécifiquement des territoires vers lesquels on va habituellement moins en termes d'action. On a fait une action d'information, de communication, de promotion du préservatif et de dépistage à Djoumounié, à Emramadoudou, à Pamanzi. Ces actions localisées ont rencontré en fait du succès, puisqu'il y a eu du monde qui est venu prendre de l'information, se faire dépister. Donc ce sont aussi ce type d'actions de proximité qui arriveront aussi à faire passer de l'information et des messages de prévention. Je vais insister, je vais entrer un peu dans les détails. Nous avons une population très jeune ici à Mayotte. Plus de la moitié de la population n'a même pas 20 ans. Après, on a aussi ce dont Monsef parlait, des parents, des mères de famille, alors soit elles ont 20 ans ou plus, qui sont aussi dans cette misère. Donc il y a 2 types de populations à cibler, voire même plus que 2 types de populations à cibler. Et aujourd'hui, nous manquons justement, enfin mon constat, c'est que nous manquons de spots télévision à destination de ces personnes, à destination des jeunes, à destination de ces mamans, parce que quand on parle préservatif, souvent on voit on peut voir un jeune avec un préservatif, mais une maman dans son village qui, le soir venu, parce qu'elle est toute seule, elle a 5 enfants à nourrir, aura recours à cette prostitution qui ne dit pas son nom, il n'y a rien pour lui dire qu'il faut qu'elle se protège, non? Moi, j'entends tout à fait vos suggestions de renforcer la communication. De renforcer la communication télévisuelle, radio. On a ces dernières années financé un projet qui s'appelle le Shababi Project, qui était sous forme de télénovelas qui ont été diffusées cette année, en tout cas régulièrement d'ailleurs sur Mayotte Première. Probablement que c'est insuffisant en termes de diffusion, il faut renouveler ces diffusions-là, il faut aussi se renouveler dans les différentes formes de communication. Et ça, en tout cas, c'est en tout cas
des projets sur lesquels on doit renforcer probablement nos actions, comme vous le dites, en termes de communication. Docteur Jean, on sait qu'il y a 2 types de virus, en tout cas le VIH1, le VIH2. Qu'est-ce qui touche le plus aujourd'hui les gens à Mayotte? Le VIH1, il n'y a pas de VIH2 à Mayotte. Mais dans le monde entier, c'est une épidémiologie qui est assez localisée en fait en Afrique. Le VIH2, ça n'a pas beaucoup d'impact en pratique. Mais il faut nous expliquer un peu c'est quoi les différences. En fait, c'est des différences génétiques dans le génome du virus, mais en fait, on parle du 1, on parle du 2, mais dans le 1, il y a plein de VIH1. En pratique, ça n'a pas beaucoup d'impact. Nous, ça a un impact de le savoir parce que les traitements ne sont pas forcément les mêmes, mais sinon, en pratique, globalement... Et lequel est le plus dangereux? L'évolution avec le VIH1 est un petit peu plus rapide qu'avec le VIH2. Et il n'y a pas de VIH2 du coup sur Mayotte. Mais en pratique, il faut pas franchement se focaliser sur ces 2 types parce qu'encore une fois, dans le VIH1, il y a plusieurs groupes, plusieurs sous-groupes, plusieurs variants. Et voilà, là, c'est 2 grands groupes de virus qui sont globalement les mêmes. Et après, je vous dis encore une fois, dans le VIH1, il y a plein de virus qui se ressemblent mais qui ne sont pas vraiment les mêmes. Donc, je parlais de population à risque tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une population clairement à risque à Mayotte? Alors, ce qu'il faut se dire de toute façon dans le domaine du VIH et des IST en général, c'est qu'il y a effectivement des populations à risque, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et ce n'est pas parce que la personne n'est pas fléchée, n'appartient pas à une population dite à risque, qu'il n'y a pas de risque. Donc c'est important dans les politiques de dépistage et dans les politiques de prévention de cibler les populations à risque, mais il faut que chacun, malgré tout, se sente concerné. Mais c'est... Qui est à risque aujourd'hui? Quelle population? Alors tout le monde est à risque. Tout le monde est à risque, voilà. Dans les personnes à risque, c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus de quelque chose qui émerge là, et qu'à Mayotte, on considérait que le VIH était globalement transmis par voie hétérosexuelle. Et qu'on dépistait particulièrement les femmes à l'occasion du suivi de la grossesse. Ça, c'est toujours vrai, c'est toujours la vérité. Cependant, on est en train de s'apercevoir de plus en plus qu'à Mayotte aussi, il y a un certain nombre d'hommes qui ne peuvent pas définir véritablement quand a eu lieu la transmission, mais en tout cas un certain nombre d'hommes rapportent avoir eu aussi des relations sexuelles avec les hommes. Il n'y a pas de femmes avec les femmes? Alors les femmes avec les femmes ne transmettent pas le VIH, donc globalement on ne les a pas dans notre service. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu, qui nous était inconnu jusque-là, ou quelque chose qui n'émergeait pas en tout cas. Et véritablement, là, les hommes, là, cette année, l'année précédente, commencent à nous donner cette information. Alors ça, c'est la grande population à risque en France métropolitaine. Après, comme on l'a évoqué, voilà, les femmes qui ont recours aux relations sexuelles tarifées, alors toutes évidemment ne nous informent pas que dans les années précédentes elles ont eu des relations sexuelles tarifées, mais c'est quelque chose qui nous interpelle aussi. Et après, c'est vrai que l'épidémiologie à Mayotte est un petit peu différente de celle qu'on peut voir en France métropolitaine et même aussi d'ailleurs dans les autres DOM. C'est qu'on reste quand même sur cette épidémiologie de la femme jeune en âge de procréer. Et ce qui veut bien dire que, justement, même si les groupes à risque semblent émerger à Mayotte, il faut que chacun se sente quand même concerné parce qu'on a une petite photographie qui est un petit peu différente de ce qu'on voit en France métropolitaine. Il faut peut-être préciser aussi que dans le groupe d'hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, il y a peut-être aussi le fait qu'on a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui assument leur orientation sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant dans les personnes qui sont suivies par le CHM. Moi, je pense que le phénomène, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui assument qu'ils sont hétérosexuels, en tout cas, homosexuels, pardon, et en tout cas qui l'expriment. Nous disiez qu'on dépistait plus les femmes parce que lors de la grossesse, forcément aussi, il y a ces tests. Quand on découvre qu'une future mère est séropositive, est-ce qu'on n'a pas l'obligation d'informer le père? Non. Le secret médical prévaut toujours et même sur la mise en danger d'autrui. Le secret médical est au-dessus. Et là, il y a des histoires de lois, de procès, tout ça qui l'ont prouvé. Le secret médical est au-dessus. On n'a pas le droit de communiquer une information à caractère médical à qui que ce soit.
sans le consentement de la personne, évidemment. Donc si la maman s'y oppose, on n'a aucun recours à part la convaincre et l'orienter vers les associations qui participeront aussi à... Et de manière générale, comment ça se passe Le SPA. Du SPA? Non. Donc, c'est quoi le taux? C'est 62%, c'est ça? Donc ça veut dire que ces femmes-là, il n'y en a aucune qui ont dit à leur mari... Non, parce que je vous dis, cette année, on se rend compte qu'on réussit à avoir en dépistage un certain nombre de partenaires. Elles le disent peu, j'exagère. Je ne pourrais pas vous dire les proportions exactes, mais c'est vrai que ça reste quand même très secret. Juste pour compléter sur l'épidémiologie, effectivement, c'est dans l'épidémiologie actuelle, les 2/3 des patients atteints sont des femmes, mais parce qu'elles se font dépister plus fréquemment. Hein, donc c'est aussi un biais, si vous voulez, parce qu'il y a une population qui est non dépistée, probablement celle des conjoints, celle des partenaires, et en particulier des hommes. Hein. Donc c'est en fait aussi une incitation forte au dépistage envers les hommes, et envers les hommes 25-45 ans au moins. Comment dépister les hommes alors? Comment aujourd'hui arriver à toucher cette population-là? Nous réfléchissons, nous cherchons. Oui. On a des signes encourageants. Je pense qu'il faut aller vers les populations et développer ce qu'on appelle des stratégies avancées de dépistage par test rapide. On a maintenant à notre disposition les tests rapides d'orientation diagnostique en matière de VIH qui permettent d'avoir immédiatement le résultat du test. Alors, il y a certaines réserves sur ce test, mais c'est un test extrêmement fiable. Et le 1er décembre a été l'occasion de développer ces actions de dépistage en stratégie avancée. C'est ce qu'on a fait avec le partenariat du centre hospitalier, du planning familial, du CEGID, du centre hospitalier également, à Emra Madoudou, à Djoumounié et à Pamanzi. Juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que dans ces opérations-là, on a vu beaucoup de monde venir et on a vu beaucoup d'hommes venir. Donc il faut donner finalement en proximité les moyens de venir accéder facilement à un dépistage. Vous parlez du TROD il y a quelques années, je me semble avoir fait déjà le reportage sur ça, mais est-ce que finalement c'est pas que les gens ne sont pas au courant, c'est que les gens aussi ont peur de la vérité? Ah ouais, non. C'est quelque chose c'est une question qui se posait justement au moment de faire venir les TROD à Mayotte. On parlait beaucoup de l'acceptabilité. Est-ce que les gens vont accepter les TROD? Donc là, c'est la 2e année qu'à l'occasion du 1er décembre, on va troder donc à droite à gauche. Nariquet le fait dans ses locaux. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème d'acceptabilité. Je me souviens du 1er décembre, faisait la queue une jeune fille, sa grand-mère qui traverse, et la petite jeune fille fait coucou à sa grand-mère. Il n'y avait aucun souci. La jeune fille était là, attendait de passer tranquillement faire ses trodes en public devant sa famille. Il n'y avait aucune d'appréhension. Oui, j'ai compris, d'appréhension. Je parle d'appréhension, je veux dire, par rapport à soi-même, connaître que les gens la vérité les gens venaient sans aucune appréhension, ni personnelle, ni de l'entourage, et les gens venaient, et il y avait une acceptabilité parfaite de ce test, tant par les personnes qui venaient, il y a eu du monde, il y a eu du succès, et les gens n'avaient pas été sélectionnés, les gens n'avaient pas été choisis, c'était le tout venant, c'était les gens qui venaient, et simplement le fait de donner l'occasion. Du dépistage d'une manière générale, pas du dépistage rapide, du dépistage d'une manière générale, la peur du résultat. Est-ce que vous le ressentez, Monsef, ça? Oui, clairement, mais pour aller dans le même sens avec le docteur Jean, le TROD, j'ai l'impression qu'il est en train de changer la donne. C'est vrai que par rapport aux hommes, moi je vois le TROD que nous proposons dans nos locaux, nous avons plus d'hommes qu'autre chose. Donc ce qui nous fait dire que en plus de la peur du résultat, il y avait aussi d'autres freins qui étaient à cette question de délai d'attente pour avoir le résultat. Non seulement on en a peur, mais il faut attendre, il y avait du temps. Et puis aussi le fait de l'accessibilité, de la proximité. Ça a été dit, les opérations du 1er décembre depuis 3 ans maintenant, c'est vrai qu'en général, voilà, à 18h, on est obligé de dire aux gens
c'est bon, rendez-vous demain à Narek Msada ou au Cégide, ou je ne sais pas. Donc, c'est un franc succès, les opérations du 1er décembre. Et au-delà? Et au-delà, il faut que nous trouvions le moyen, en tout cas en ce qui nous concerne, d'aller au plus près de la population, de pouvoir quitter nos locaux, effectivement, d'aller... parce que c'est vrai que je pense qu'il doit être difficile pour des gens qui sont, je dis n'importe quoi, Mtsamboro, qui attendra peut-être l'occasion de venir à Mamoudzou pour profiter de ce trou d'eau. Oui, Madame Barbet. Juste, je voudrais quand même rappeler qu'on peut avoir un test de dépistage. Alors, ce n'est pas forcément un test rapide, mais on peut toujours bénéficier d'un test de dépistage prescrit par votre médecin traitant, prescrit également en centre de référence. Le Cégide fait également des consultations et propose des dépistages. On a donc l'association Nareke Msada a été habilitée au test rapide. On est en voie d'habiliter d'autres associations au test rapide. C'est ce qu'on appelle les tests communautaires. Et actuellement, on a toute une réflexion avec les pharmaciens et probablement les médecins généralistes pour aussi travailler avec un certain nombre de médecins et pharmaciens volontaires pour proposer le test rapide de façon plus proche. Vous parlez du dépistage, on va aussi parler aussi du préservatif et de l'accès au préservatif. Alors je vous propose de regarder ce reportage d'Anastasia Laguera justement sur cette mesure qui a été prise récemment pour le remboursement du préservatif. Regardez ce reportage d'Anastasia Laguera. Le premier préservatif masculin, remboursable à 60% par la sécurité sociale sur prescription médicale, s'appellera Eden. Il sera disponible en pharmacie le 10 décembre sur la base d'un prix de vente s'élevant à 1,30 € la boîte de 6, 2,60 € la boîte de 12 et 5,12 € la boîte de 24. L'objectif affiché par Agnès Buzyn est d'améliorer l'accès des jeunes aux préservatifs, des jeunes qui, ici à Mayotte, ont toujours du mal à parler contraception avec leur entourage. Un peu gêné à Mayotte, parce que des fois c'est un peu gêné au niveau de la famille, au niveau des publics, quoi. Vu qu'on peut se dire qu'on est dans un pays musulman, c'est un peu difficile aussi. Les gens, justement, ils ont honte d'y aller, soit à la pharmacie ou demander à l'hôpital des choses, des trucs comme ça en fait. Vu qu'ici à Mayotte, c'est un peu tabou, des choses comme ça. On ne parle pas avec les parents, justement. Ça peut diminuer, mais il faut aussi de la sensibilisation, notamment en milieu scolaire, comme en milieu ouvert. Le laboratoire français Majorel, qui a conçu Eden, est celui qui a été retenu par la Haute Autorité de Santé pour cette première, à Mayotte, où chaque année, depuis 6 ans, 30 nouveaux cas de sida sont détectés. La mesure est jugée encore timide. Toute initiative qui permet de diversifier l'offre de prévention est bonne à prendre. Reste à espérer que les autres marques, les autres laboratoires, fabricants feront la même demande, parce que c'est vrai que si c'est uniquement cette marque-là, je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose. En tout cas, cette marque-là reste inconnue chez nous ici à Mayotte. Samedi 1er décembre, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les nouveaux chiffres concernant le VIH à Mayotte devraient être dévoilés. En août dernier, on apprenait que 273 personnes sur l'île sont contaminées, dont 60% de femmes à l'occasion de leur grossesse. Donc nous venons de voir ce reportage. Monsef, vous avez mis quelques réserves sur le remboursement du préservatif. Oui, moi je pense que effectivement, ça serait bien que ça ne soit pas qu'une seule marque. Tant qu'à diversifier, allons jusqu'au bout de la démarche et de la logique. Après, parce que moi j'ai lu que voilà, c'est parce que cette marque-là en avait fait la demande. Donc maintenant il convient aux autres marques et fabricants de faire la demande pour qu'effectivement ce remboursement-là soit le plus large possible et que les bénéficiants aient le choix. J'ai envie de dire, est-ce que ça sera vraiment efficace, en tout cas ici chez nous? Parce que pour pouvoir avoir ce remboursement de la sécurité sociale, il faut être affilié à la sécurité sociale. Dans une île comme la nôtre, où il y a énormément de gens qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, dans quelle mesure vraiment est-ce efficace, Madame Barbet?
Ça sera efficace en tout cas pour les affiliés, enfin on l'espère, parce que le préservatif doit bénéficier aussi aux affiliés. Donc c'est une façon de se le procurer peut-être de façon plus aisée. Nous, en ce qui concerne la politique d'accès aux préservatifs, notre souhait, ça a été de développer cet accès aux préservatifs et aux préservatifs gratuits. Il faut savoir que d'après nos derniers chiffres, on distribue à peu près 300 000 préservatifs gratuitement à Mayotte. C'était la donnée que j'avais en 2016, dont une partie est mise à disposition par le centre hospitalier de Mayotte qui fait un gros effort en matière de faciliter l'accès aux préservatifs gratuits. Nous, de notre côté ARS, on subventionne toutes les associations de prévention pour acheter des préservatifs et on bénéficie, de façon à ce qu'elles les mettent à disposition gratuitement. Et on bénéficie aussi des préservatifs gratuits mis à disposition par Santé publique France. Toutefois, le nombre de dispositifs mis gratuitement à disposition par Santé publique France est insuffisant pour développer une politique plus forte d'accès aux préservatifs. Donc on contribue, l'ARS, à financer ce préservatif gratuitement via les associations, mais on va continuer cet effort. Notre idée, c'est de doubler d'ici 2 ans la mise à disposition de préservatifs gratuits. Je parlais tout à l'heure des personnes non affiliées à la sécurité sociale et j'ai envie de demander, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche plutôt régionale dans la lutte contre le sida à Mayotte? Parce que forcément, dans ces personnes qui entrent dans l'île, il y a beaucoup d'entrées dans l'île par voie clandestine également. Est-ce que parmi ces gens, il y en a forcément qui sont aussi infectés? Je ne dis pas qu'ils sont les seuls infectés, loin de là, mais je dis qu'il y en a aussi qui sont infectés. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche régionale de la question? Et deuxième chose, est-ce qu'il ne faut pas, sensibiliser tous ces gens qui partent notamment dans les îles voisines ou au Madagascar pour le tourisme, pour faire du tourisme sexuel. On sait que ça existe, qu'on le veuille ou non, mais c'est une réalité. Et aussi approcher des associations qui accueillent les gens qui arrivent dans l'île pour faire des dépistages. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a déjà un travail en concertation régionale avec l'ensemble des îles de l'océan Indien. Tous les ans, il y a une réunion dans chaque pays reçoit, que ce soit l'île Maurice, Seychelles, Madagascar, les Comores, la Réunion et Mayotte. Il y a ce colloque tous les ans qui permet de rencontrer justement les différentes associations, de prendre connaissance des politiques développées dans chaque pays et de pouvoir nouer des partenariats. Donc effectivement, c'était récemment à l'île Maurice, c'est ça? Voilà, récemment, nous étions à l'île Maurice et nous avons en particulier partagé un temps d'échange, de réunions, de concertation avec nos partenaires des îles des Comores pour travailler justement et échanger sur nos politiques et nos stratégies. Donc on est effectivement dans cette construction. Ça reste toujours un peu difficile quand même, parce que les politiques ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, les populations ne sont pas tout le temps les mêmes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se rencontrer et de faire connaissance effectivement avec les différentes associations qui travaillent sur le terrain. Alors, en ce qui concerne Madagascar, et effectivement la problématique du tourisme sexuel, mais sans jeter non plus faut raison garder sur Madagascar et sur tout l'intérêt que présente l'île de Madagascar. Effectivement, je pense qu'il y a une communication et une information à faire plus fortement en direction des populations, des personnes qui s'y rendent pour certains voyages. On échangeait tout à l'heure et on évoquait l'intérêt aussi d'installer des distributeurs de préservatifs, ne serait-ce qu'à l'aéroport, et de faire de l'information. On a commencé à installer et à financer l'association Fahamou Maïcha sur l'installation de distributeurs de préservatifs dans l'île. Il y en a 6 actuellement installés, mais notre action vise à compléter ce dispositif, et en particulier l'aéroport nous semblerait en tout cas certainement à privilégier. Monsef, comment faire pour que les gens puissent accéder plus facilement aux préservatifs? Oui, avant de répondre à cette question-là, sur cette question de la régionalisation,
et de ce colloque dont faisait allusion Anne Barbaille. Il faut rappeler quand même c'est le colloque de lutte contre le VIH/SIDA Océan Indien, donc qui se veut régional. Je signale quand même ici que malgré les efforts qui sont faits par les uns et les autres depuis des années, nous sommes invités. J'ai envie de parler de tolérance. Mayotte est tolérée dans ce colloque-là. Toléré mais pas accepté, pas intégré? Moi, ça fait des années que je participe à ce colloque. Je n'y vais plus. Pourquoi? Parce que ça me révolte que toute une région se réunisse pour parler de stigmatisation, de discrimination, pour réfléchir ensemble à une réponse collective contre un machin. Et que pour des raisons politiques, on ne soit pas en mesure de faire la part des choses. Pour des raisons politiques, on met Mayotte de côté. Pour les mêmes raisons que Mayotte ne participe pas aux Jeux des îles, etc. Ça, c'est un volet politique, je ne suis pas politique. Mais en même temps, ça entre dedans également. Voilà, mais c'est une réalité. Maintenant, il est vrai que ces dernières années, les choses se réchauffent, puisque Anne Barbaille le disait tout à l'heure, voilà, il y a des rencontres qui se font, il y a des discussions qui se font, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore demain que Mayotte accueillera ce colloque à Mayotte. Donc, tant que les gens de la région ne réaliseront pas que Mayotte est aussi concernée et qu'il y a une interpénétration régionale qui est avérée et que Mayotte ne peut pas, et qui est quotidienne, et que Mayotte, il faut peut-être qu'on aille voir ce qui se passe à Mayotte au lieu que juste Mayotte soit invité à donner les chiffres de Mayotte et à l'occasion de différents ateliers qu'on discute, etc., etc., etc. Pour en revenir à votre question, il y a beaucoup de choses qui se font. Anne Barbaille l'a souligné tout à l'heure, mais c'est vrai que ça reste insuffisant. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons sincèrement voulu impliquer les communes. Parce que l'État, l'ARS, prend sa part. Cette histoire-là concerne tout le monde. Et je pense que c'est en mettant tout le monde autour de la table, en mutualisant les moyens, qu'elles soient financiers ou d'idées, etc., qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Je pense qu'il est important que les communes réfléchissent aussi à leur machin, comment favoriser l'accès aux préservatifs. Qu'on le vende dans les doukas, par exemple, et d'autres endroits qui restent à imaginer. Est-ce que c'est pas gênant? Concrètement, on arrive, vous arrivez, vous allez voir votre voisine, sachant que vous êtes marié par exemple, vous allez voir votre voisine qui a le douka qui dit ouais, est-ce que je pourrais avoir un préservatif? Est-ce que ça va pas être gênant pour les gens? Nous en avons fait une expérience qui a été plutôt positive. Mais moi, je suis d'avis plutôt de diversifier les choses. Il y a des gens qui seront parfaitement à l'aise devant un distributeur de préservatifs. Il y en a d'autres qui ne seront pas du tout à l'aise parce que voilà, les gens préfèrent plutôt le contact avec les gens, etc., qu'autre chose. Donc il faut penser à toutes ces catégories de personnes-là. Je pense que l'idée des doukas n'est pas négligeable. En tout cas, nous incitons les uns et les autres. Ça fait partie des engagements qui figurent sur la déclaration de Mayotte qu'ont signé les maires. Charge à eux aussi d'imaginer comment dans leur territoire favoriser l'accès aux préservatifs, comment dans leur territoire ils peuvent, vous parliez tout à l'heure de communication, de sensibilisation. Si c'est Narekem Sada ou l'IREPS ou je ne sais pas que sais-je qui doit faire une communication en direction de tout le territoire de Mayotte, dans ma demande de subvention, lorsque j'irai voir Anne Barbaille, elle va me dire oula, l'ARS, pardon, elle me dira oula. En revanche, si chaque commune se dit voilà, chaque commune fait une campagne, ne serait-ce qu'au sein de sa
communes. Du coup, on a 17 campagnes dans l'année et c'est tout le territoire qui est couvert. Voilà, tout à fait. D'accord. J'ai envie de poser une question, parce qu'on arrive bientôt aussi au terme de l'émission. Combien ça coûte la prise en charge d'un malade? Une question, parce que là, j'avoue que je n'ai pas les éléments de réponse sur la prise en charge d'un malade. Par contre, c'est l'assurance maladie, bien évidemment. Un malade à l'année ou au mois, il coûte combien? Je n'ai pas les éléments de réponse. Ça coûte de l'argent, oui, en effet. Après, nous, on s'occupe des personnes sans avoir de frein financier. Alors, évidemment, on fait attention du coup à ce qu'on prescrit, à ce qu'on ne prescrit pas. Là, il y a les génériques qui sont arrivés. On a plutôt tendance à favoriser la prescription générique. Mais ça, ce n'est pas une question qui nous interpelle. Moi, j'ai fait le calcul. J'avais le chiffre, c'était pour savoir si aussi j'avais les bons chiffres ou pas. Mais on me disait qu'un malade, par mois, c'est à peu près 1 000 €. Juste pour le traitement. 1 000 € x 12, ça fait 12 000 € fois 273 personnes. J'ai fait le calcul, on est à 3 276 000 €, rien que pour les traitements. J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne fait pas des économies? Est-ce que s'il n'y a pas autant de campagnes de prévention, peut-être de dépistage, c'est parce qu'on a envie aussi on ferme les yeux pour ne pas trop dépenser, quoi. Ou est-ce que je suis un peu trop... Non, je ne suis pas d'accord, parce que là, donc, on évoque par exemple le préservatif depuis tout à l'heure, mais il y a des grandes campagnes aussi de prévention qui ne passent pas par l'utilisation du préservatif et qui ont beaucoup d'écho. Je pense par exemple à la PrEP, donc chez les personnes qui n'auraient pas de possibilité ou pas la capacité ou pas la volonté d'utiliser un préservatif. On peut aujourd'hui proposer un traitement médicamenteux avant que la personne ne prenne un risque pour éviter que le VIH ne soit transmis. Et là, il y a un gros effort national qui est fait en termes de prévention aussi, qui est différente de l'usage du préservatif, pour essayer de développer cette technique. Le dépistage aussi, et tous les discours qu'on a eus sur le dépistage depuis tout à l'heure, ça aussi c'est de la prévention, parce que dépister quelqu'un, c'est faire intégrer quelqu'un dans le système de soins, que cette personne bénéficie des traitements et que cette personne ne transmette plus le traitement. Donc ça, c'est une politique aussi depuis 2013, on traite tout le monde. Avant, on traitait qu'à partir d'un certain seuil de défense immunitaire. Maintenant, on traite tout le monde dès le diagnostic. Pourquoi ? Pour éviter de voir le virus être transmis d'une personne à l'autre. Donc la prévention, il faut la voir avec un regard très large. L'utilisation du préservatif, les traitements post-exposition quand la personne a pris un risque, la prévention pré-exposition avant que la personne ne prenne un risque, traiter les personnes, tout ça c'est la prévention. Et il y a un gros effort financier orienté dans la prévention par l'utilisation du préservatif et par toutes ces autres techniques. On a l'un des plus forts taux de prévalence de la France, en dehors de la région parisienne et de la Guyane. Après, c'est Mayotte. C'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne fonctionne pas bien, non ? Juste, c'est pas un fort taux de prévalence, c'est-à-dire que le nombre de tests positifs sur le nombre de par tests rapport réalisés... au nombre de la population également. C'est assez élevé. C'est assez élevé, mais on ramène ça au nombre, au nombre de tests positifs sur le nombre de tests réalisés. Effectivement, parce qu'on a un dépistage qui s'améliore et qui est plus important, on dépiste plus aussi. Il faut aussi prendre... C'est aussi peut-être le revers d'un dépistage renforcé. Mais encore heureux qu'on dépiste plus, voilà. Parce que ça signifie qu'on ne saurait pas pour toutes ces personnes. Donc, voilà. Oui, Monsef ? Oui, moi je voulais dire... effectivement, ça a un coût. La prise en charge du VIH, d'une manière générale. Là, vous parliez du coût du traitement. Il y a aussi le coût des consultations, des différentes analyses, etc. etc. Donc, bien sûr qu'on l'a dit et redit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire et encore une fois, c'est dans cet état d'esprit que nous essayons d'impliquer les uns et les autres, notamment les communes. Cette déclaration de Mayotte, là, juste vite fait expliquer en fait c'est quoi. On parle des fameux 3,90. Ce sont les objectifs universels de l'ONU-SIDA. C'est une déclaration qui est librement inspirée de la déclaration de Paris, pour info. Sur les 3,90 que vous avez énumérés tout à l'heure, il faut savoir qu'à Mayotte, nous en avons déjà atteint 2 au jour d'aujourd'hui. Je parle sous le contrôle du docteur Jean, c'est-à-dire que
90% des personnes qui sont dépistées à Mayotte ont accès au traitement et ont une charge virale indétectable. Le premier 90% nous fait défaut pour l'instant. C'est tout ce qui est dépistage. On a dit tout ça. Et d'une manière générale, la prévention et aussi, j'ai envie de dire que pour moi, le gros problème du VIH à Mayotte aujourd'hui dans sa prise en charge, c'est plutôt la prise en charge sociale, pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Précarité, misère, etc., etc., etc. On voit très bien qu'il y a un cercle qui est là. Et tant qu'on ne prend pas en charge, on ne réunit pas les conditions pour que les gens socialement soient bien, et ça, ce sont les élus que nous avons sollicités, c'est leur rôle, le sida va continuer à courir. Donc il est important, la prise en charge médicale, bravo le CHM, je le pense sincèrement, l'ARS aussi, c'est fait. Maintenant, la prise en charge sociale, il y a encore beaucoup de choses à faire et j'ai bon espoir que nous y arriverons parce qu'il y a des volontés qui sont là. Ça fera l'objet d'une autre émission. Sans doute, nous reviendrons avec vous pour parler aussi de ce regard, pour lever ce tabou sur le sida. Voilà, c'est ainsi, c'est sur ces mots aussi que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous, Monsef Moudoir. Merci à vous, Anne Barba, et vous, Docteur Jean, d'avoir été l'invité de ce Kalawa Dalla, le dernier de l'année. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et bonne soirée avec Mayotte, la première.